19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 juin 2024. 19h45, nous débutons avec ces communiqués conjoints du département de la Défense des États-Unis et du ministère de la Défense nationale de la République du Niger. Le département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces et des équipements américains du Niger a progressé des préparatifs initiaux au redéploiement. Cette transition significative a été initiée avec le départ le 7 juin 2024 d'un avion de transport militaire américain C-17 en Globemaster 3 depuis la base aérienne 101 à Niamey. Ces vols symbolisent la collaboration fructueuse entre les forces armées des États-Unis et du Niger à travers la commission conjointe du désengagement chargée de superviser et de coordonner le retrait ordonné et sécurisé des forces américaines du Niger. Grâce aux efforts coopératifs et transparents de la dite commission, un petit contingent du personnel américain est arrivé au Niger afin de fournir un soutien logistique garantissant ainsi le retrait efficace des forces et des équipements restants des bases aériennes 101 et 201. Parallèlement, certaines forces américaines ont déjà été rapatriées du Niger vers leur base d'origine, leur mission ayant été accomplie. Les autorités américaines et nigériennes sont résolues à mener à bien un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024. Le département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale du Niger tiennent à souligner les sacrifices communs consentis par les forces armées des deux nations dans la lutte contre le terrorisme. Il salue les efforts déployés pour renforcer les forces armées nigériennes et réaffirme leur engagement mutuel et à poursuivre la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel. Ce retrait des forces américaines n'aura aucune incidence sur les relations continues entre les États-Unis et le Niger. Les deux pays demeurent engagés dans un dialogue diplomatique soutenu en vue de façonner l'avenir de leurs relations bilatérales. C'est ainsi la teneur de ce communiqué. Je vous donne un autre communiqué, mais cette fois-ci de la Caisse nationale de sécurité sociale CNS. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les pensionnés et les rentiers que dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des prestations fournies par ces services, le paiement des pensions et rentes se feront dorénavant à travers les guichets du paiement de la société Niger Transfert d'argent, NITA, et les banques choisies par les bénéficiaires. Ainsi, les critères retenus pour le paiement se présentent comme suit. Les pensionnés ayant une pension ou rente trimestrielle de moins de 150 000 francs CFA se feront payer par les guichets NITA, quel que soit leur lieu de résidence. Les pensionnés résidant dans les chefs-lieux de département, excepté Kony et Arlit et dans les villages seront payés à travers les guichets NITA, quel qu'en soit le montant de leur pension. Les pensionnés résidant dans les chefs-lieux des régions ainsi que dans les chefs-lieux des départements d'Arlit et Kony ayant une pension ou rente trimestrielle supérieure ou égale à 150 000 francs CFA seront payés par des virements bancaires
aux banques de leur choix. Les opérations de paiement du deuxième trimestre débuteront sur l'ensemble du territoire. C'est lundi 11 juin 2024 dans tous les guichets NITA et les banques. Par ailleurs, le directeur général de la Caisse invite les pensionnés et rentiers concernés par le paiement via NITA à se présenter à leur convenance au guichet NITA le plus proche de leur domicile. Fait à Niamey le 4 juin 2024, le directeur général, le secrétaire général Alou Arzika Maman. Voilà, cela dit, le samedi 8 juin 2024, les promoteurs et responsables des médias privés réunis au sein du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTIN, ont animé un point de presse à l'effet de partager avec l'opinion les difficultés auxquelles ils font face. C'était au siège du groupe de presse Amfani, résumé ici par Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Incapacité de s'acquitter de ses engagements, dysfonctionnement, difficultés financières, voici le lot de problèmes auxquels disent faire face les entreprises de médias privés du Niger à travers ce point de presse animé par le réseau des radios et télévisions du Niger RRTIN. Un premier point. Il vous rappelle que les entreprises de presse privées nigériennes existent depuis plus de 30 ans et sont le seul qui finance par leurs propres moyens l'accomplissement de la mission de service public, à savoir la satisfaction du droit à l'information. Ce qui veut dire qu'on veuille ou qu'on ne veut pas, nous avons l'obligation de donner l'information aux populations. Donc c'est ce qui nous amène souvent à faire des couvertures médiatiques qui ne sont pas payantes. On ne nous donne pas de l'argent, mais nous mettons les moyens quand même matériels et techniques et aussi financiers pour quand même donner l'information aux populations. Deuxième point, elle joue et continue de jouer un rôle important dans la vie de la nation, notamment à des moments cruciaux comme celui que nous vivons actuellement. La vocation d'une entreprise de presse, comme le président l'avait dit, qu'elle soit publique ou privée, des recettes permettant de faire face à ses propres charges et aussi faire des bénéfices au profit des investisseurs. C'est un des grands aspects qui nous rassemble aujourd'hui parce qu'il s'agit de détailler ce qui nous a amenés dans ce problème de précarité et dans ces soubresauts que nous avons connus ces derniers temps. Notons enfin qu'au-delà de faire une mise au point sur leurs difficultés, les promoteurs et responsables des médias privés tenaient à travers cette sortie médiatique d'inviter les autorités à rendre consistante et fréquente son assistance pour la viabilité de ces entreprises. Les populations nigériennes et béninoises s'activent à amener les dirigeants de leur pays à l'apaisement dans la crise que traversent les deux pays frères. À cet effet, les artistes béninois et nigériens ont chanté dans des langues nationales de deux pays pour appeler à la paix et à la cohésion sociale. Des voix de quelques citoyens se joignent à ces artistes pour demander un apaisement. Suivez plutôt. Moi, je pense que c'est à la population d'amener cette paix tamponnée, donc à la population nigérienne et aussi à la population béninoise. Vous le savez, il y a des Nigériens qui vivent au Bénin, tout comme il y a des Béninois qui vivent au Niger. Donc moi, je dirais que ça, c'est un conflit qui ne doit même pas avoir sa place. Il y a des gens encore qui continuent à vouloir changer les choses dans le sens négatif. Il faudrait que nous leur disions que l'Afrique n'est plus divisible. On doit le montrer par A plus B que le Nigérien est conscient, que l'Africain est conscient. Et aujourd'hui, ce qui est important, je vous dis, c'est cette cohésion sociale qu'il y a entre nous, entre le Nigérien et le Béninois. Et ça, c'est pas un problème et ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. On va essayer, en tout cas, de se comprendre. Et même le haut, il faut voir, en tout cas, par tous les mécanismes pour que le Niger et le Bénin puissent vivre ensemble. Ce qu'on doit faire pour amener la paix entre le Niger et le Bénin, je vois premièrement, ça revient en tant que chrétien, ça revient aux religieux d'implorer la faveur, la miséricorde de Dieu pour que les leaders des deux pays puissent avoir une compréhension entre eux,
pour que les tensions qui sont en train de se passer entre eux et qui fait souffrir la population puissent se comprendre et ramener la paix entre eux. Donc les deux côtés, toutes les autorités des deux pays doivent baisser la tension. Il faut vraiment que les dirigeants puissent revoir leur position pour que la population puisse continuer, parce que nous sommes du peuple, des pays frères, parce qu'entre le Bénin et le Niger, normalement il ne devrait pas avoir ça. Nous sommes tous des frères et sœurs. Il est temps que nous nous mettions nous tous au travail, oublions ou abandonnons tout ce qui peut vouloir en tout cas nous diviser. Nous appelons les deux autorités et surtout le peuple béninois et le président Patrice Talon surtout à discuter et résoudre nos problèmes de manière beaucoup plus pacifique. Parce que le Niger, le Bénin, ces deux pays, c'est plusieurs histoires. Comme le dit le président Kwame Nkrumah, divisés, nous sommes faibles et unis, nous sommes beaucoup. L'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes puissances au monde. Si nous sommes divisés, nous ne pourrons pas quand même atteindre un développement beaucoup plus conséquent. Et vraiment, j'exhorte vraiment surtout le président, son Excellence Patrice Talon, à venir dialoguer avec le peuple nigérien de manière beaucoup plus pacifique et chercher une solution de manière beaucoup plus conséquente à notre situation. Les premières pluies enregistrées au niveau de la capitale à Niamey sont en train de dévoiler les failles de certains ouvrages, des fois réalisés à grands frais, des macadams purement impraticables car submergés par les eaux de pluie, à l'image de la principale voie d'accès au quartier Saïa qui a suscité ce reportage de Adamou Soumana et Boubacar Souley. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. Mais pour les usagers de la route et habitants de certains quartiers de la capitale Niamey, il en est autrement, pour ne pas dire que c'est le calvaire. Le cas du quartier Saguia, situé dans le 5e arrondissement communal, est assez illustratif, car la principale voie qui y donne accès est quasiment impraticable pendant la saison pluvieuse. Une situation qui ne date malheureusement pas d'aujourd'hui et dont les riverains en connaissent les causes. Le maire qui est partant, il était ici à Saguia. Il a visité, donc il a utilisé des faibles moyens que nous-mêmes nous avons l'habitude de faire. Donc malheureusement, ça dépasse nos capacités. Donc c'est la principale voie d'entrée à Saguia. Il n'y a pas une voie en dehors de celle-là. C'est ce qui fait que l'État se dégrade à chaque fois. Les gros porteurs viennent, ils dégradent. L'entrepreneur aussi qui a fait le goudron n'a pas tenu de la jonction avec le pavé. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse la capacité des riverains. Face à cet état de fait, les usagers de la route, tout comme les riverains, lancent un cri de cœur à qui de droit. À nos autorités et surtout principalement à monsieur le maire, et vraiment de venir vraiment qu'ensemble ici qu'on puisse trouver une solution pour cette voie vraiment qui nous met surtout en danger et vraiment la population aussi, nos populations vraiment en danger vraiment. Chaque fois les parents nous interpellent par rapport à cela et vraiment nous aussi nous sommes souciés vraiment de ce problème, mais vraiment il faut vraiment la main de tout le monde. C'est pour cela vraiment nous lançons cet appel à nos autorités vraiment de nous venir en aide. Il faut que les autorités s'y mettent pour accompagner. Vous avez vu, il y a une école à côté, le CFC La Boussole. Les enfants, les parents d'élèves, quand ils viennent, c'est des conditions qui ne sont pas... Vous avez vu avec nous, c'est vraiment une situation qui nous dépasse. Oui. L'impraticabilité des voies d'accès dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey pendant la saison pluvieuse est trop criarde et mérite que les autorités et services compétents s'y penchent pour trouver une solution définitive et durable, permettant non seulement une fluidité de la circulation routière, mais aussi et surtout pour le mieux-être des populations.
Au-delà de l'impraticabilité des voies, cette saison de pluie est également le moment propice à la maladie du paludisme. Comment prévenir et se protéger de cette maladie? Et le monde de réponse à travers ce reportage signé Asma Ossedou et Chebou Gisso. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, qui ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire, parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes, il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès. Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésunine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre de moustiques infectés, tout en gardant sain votre environnement. Parlons d'un phénomène qui jadis était peu connu des Nigériens, mais que de nos jours gagne du terrain, notamment chez les jeunes. Il s'agit de la toxicomanie. Cette dernière n'est pas sans conséquence sur la santé, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de la rédaction signé par notre stagiaire Nana Firdausu Saleh et Sadou Doumi. La toxicomanie, une dépendance à une substance psychoactive. Elle peut toucher tout individu, quel qu'en soit son âge ou son milieu social. Les effets néfastes de la toxicomanie sont multiples, à la fois sur le plan physique et mental. La toxicomanie, c'est la consommation excessive et continue des produits stupéfiants
Donc les produits stupéfiants, ce sont des produits qui ont des effets directs sur le système nerveux et qui vont malheureusement entraîner sur le long terme des perturbations du fonctionnement du système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, on l'a dit, les produits stupéfiants agissent directement sur le système nerveux. Le système nerveux, c'est le système qui commande l'ensemble des fonctions de notre organisme, sans aucune exception. Pouvoir parler, marcher, manger, dormir, se réveiller, réfléchir, tout est commandé par le système nerveux. Donc vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a quelque chose qui vient perturber une de ces fonctions-là, tout l'organisme sera perturbé. Ce qui fait que sur le long terme, les premiers risques auxquels ça expose les malades, c'est la folie. Donc souvent, ça peut évoluer jusqu'à la schizophrénie et malheureusement, quand ça atteint ce stade-là, la prise en charge va être difficile. Cependant, la lutte contre la toxicomanie nécessite une approche globale, combinant à la fois la sensibilisation, l'éducation et l'accès à des programmes de prévention. Prévenir en disant aux gens, voilà ce qui peut être dangereux pour votre santé et lorsque vous commencez à la consommation, à consommer ces produits-là, voilà les dangers auxquels ça peut vous exposer. Dans un premier temps, les gens peuvent penser que ça va leur augmenter les performances intellectuelles, mais sur le long terme, ça produit l'effet contraire. Donc, c'est de surtout s'appesantir d'abord sur la sensibilisation. Maintenant, après ça, il faut savoir que les autorités politiques ont un grand rôle à jouer, donc en agissant à travers, en tout cas, la force publique, pour qu'il y ait moins de stupéfiants, notamment à la portée des jeunes qui sont consommateurs. Et le troisième aspect, c'est de pouvoir sanctionner surtout à la fois les gens qui sont dans le circuit et les consommateurs. Le troisième ou quatrième aspect qu'il faut savoir faire, c'est la collaboration des professionnels de la santé, notamment ceux qui sont dans les officines, ce que les gens appellent les pharmacies, c'est de ne vendre ces produits-là que sous présentation d'ordonnances. Si la toxicomanie est une réalité difficile à affronter, il est essentiel pour les gens toxicomanes de savoir qu'il existe deux voies de guérison, explique le médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est de rentrer dans une procédure de sensibilisation pour les gens qui ont déjà développé cette dépendance-là. Donc, c'est d'approcher les spécialistes, notamment les addictologues. Donc, ce sont des médecins qui se sont spécialisés donc, dans la psychiatrie, qui sont des addictologues, qui peuvent développer en collaboration avec le malade des stratégies qui vont l'amener à abandonner, en tout cas, toute la consommation de ces produits stupéfiants. Le deuxième aspect, c'est d'éviter, en tout cas, les fréquentations des amis qui peuvent vous conduire ou vous amener à aller vers la consommation de ces produits stupéfiants. Et le troisième aspect, c'est d'éviter aussi de fréquenter les endroits dans lesquels on consomme ces produits stupéfiants. La toxicomanie est une bataille constante pour les individus et la société tout entière, en unissant nos efforts, en sensibilisant les jeunes de leur plus jeune âge. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Il vous rappelle que les entreprises de presse privée nigériennes existent depuis plus de 30 ans et sont le seul qui finance par leurs propres moyens l'accomplissement de la mission de service public, à savoir la satisfaction du droit à l'information. Ce qui veut dire qu'on veuille ou qu'on ne veut pas, nous avons l'obligation de donner l'information aux populations. Donc c'est ce qui nous amène souvent à faire des couvertures médiatiques qui ne sont pas payantes. On ne nous donne pas de l'argent, mais nous mettons les moyens quand même matériels et techniques et aussi financiers pour quand même donner l'information aux populations. Deuxième point, elle joue et continue de jouer un rôle important dans la vie de la nation, notamment à des moments cruciaux comme celui que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la reconquête de notre souveraineté. Vous avez vu comment les médias privés se sont déployés dans cette lutte pour la souveraineté depuis le 26 juillet. Le Laboussani, nous l'avons couvert entièrement à nos propres frais parce qu'il s'agit vraiment d'une question qui concernait tout le monde. La vocation
d'une entreprise de presse, comme le président l'avait dit, qu'elle soit publique ou privée, c'est de faire des recettes permettant de faire face à ses propres charges et aussi faire des bénéfices au profit des investisseurs. C'est un des grands aspects qui nous rassemble aujourd'hui parce qu'il s'agit d'étayer ce qui nous a amenés dans ce problème de précarité et dans ces soubresauts que nous avons connus ces derniers temps. Donc, depuis 30 ans, les entreprises de presse nigériennes vivent leurs activités et autres prestations commerciales, en particulier la publicité par voie de presse. Malheureusement, les marchés publicitaires se font de plus en plus rares, ou se sont fait rares, je vais dire, depuis bientôt une décennie. Bien qu'elle soit censée, en 5e point, être une source de revenus pour nos entreprises respectives, les couvertures médiatiques sont quasiment assurées gratuitement, et ce, en considération de la responsabilité de nos organes à garantir le droit du public à l'information, qui est un droit constitutionnel. En dépit de toutes les difficultés auxquelles nos organes font face, tous azimuts, nos entreprises avaient fait montre d'une forte résilience et continuent d'être éprouvées par diverses manière. Ni la période de pandémie liée au Covid-19, encore moins les événements du 26 juillet dernier intervenus dans notre pays n'ont eu raison de la ferme détermination de nos entreprises, en particulier celle de la presse audiovisuelle privée, à continuer à satisfaire le droit à l'information. Jamais les médias privés nigériens n'ont connu de difficultés majeures en lien avec leur fonctionnement ou dans le cadre des relations de collaboration qu'ils entretiennent avec leurs travailleurs. La situation que traversent les entreprises issues du secteur de la presse privée nigérienne est consécutive à un certain nombre d'événements qui sont non seulement connus de tous et en grande partie indépendants de la volonté des promoteurs. C'est le lieu de rappeler que des initiatives avaient été menées sous l'Ancien Régime afin de trouver des voies et des moyens devant permettre à la presse indépendante de régler ces problèmes cruciaux. La presse nigérienne était sur le point d'obtenir d'importants acquis au gré desquels nos entreprises allaient véritablement devenir viables quand les événements du 26 juillet étaient intervenus. Parmi ces événements, il y a la pandémie du Covid-19 qui a affecté tous les secteurs de la vie économique du pays et malgré les sacrifices et les engagements consentis par les médias privés et leurs employés dans la sensibilisation, les médias privés ont été le parent pauvre des politiques publiques en matière de soutien aux entreprises affectées par la Covid-19. Pourtant, une somme de 15 milliards de francs CFA a été dégagée en mai 2021 dans le cadre d'un mécanisme de financement pour soutenir les entreprises de presse affectées par la pandémie. Les médias privés ont été les grands oubliés dans le partage de cette subvention, alors même qu'ils avaient assuré à 0 franc tout le tapage médiatique. Organisé par les autorités de l'époque, qui avaient supplié nos organes à les accompagner. Ni l'État, ni les institutions internationales, encore moins les collectivités publiques, n'ont daigné plaider pour la cause de nos organes laissés à eux-mêmes dans un contexte qui les avait imposé la restriction du travail et du personnel dans le seul but de respecter les mesures barrières. Nos médias avaient dysfonctionné et leurs ressources et revenus étaient quasiment inexistantes sur la période de plus de 6 mois. La situation que nous vivons est aussi le fait d'une injustice de discrimination dont nos entreprises avaient été victimes depuis 2010 sous le régime déchu, dont les acteurs avaient, à tort, pris sur eux la grave responsabilité d'étiqueter et même de donner une coloration politique aux médias. C'est ainsi que la plupart de nos médias avaient été systématiquement écartés, que la plupart de nos médias de tout marché publicitaire de l'État et des entreprises publiques sous le fallacieux prétexte que ces entreprises font le jeu des opposants politiques du régime déchu. Cette même pratique, tendant à jeter à tort l'opprobre sur les médias indépendants, a repris de plus belle. Sinon qu'elle est devenue pire, car en plus de ne rien entreprendre de nature à permettre à nos entreprises de presse de sortir de la situation de précarité,
qu'elles vivent depuis quasiment 15 ans et de poursuivre leur mission, des individus mus par des desseins de nuire davantage aux intérêts de nos entreprises et de saboter par tous les moyens notre liberté et notre indépendance ou diverses sortes de complots contre nos entreprises, qui sont le jet de discrédit sur nos médias et les patrons de presse indépendante, arrestation illégale, intimidation, instrumentalisation des agents de l'État. Bref, tous les moyens sont désormais bons pour fermer le petit passage d'oxygène à nos entreprises. Le refus manifeste et persistant des pouvoirs publics d'asseoir une bonne politique qui puisse œuvrer en faveur de la viabilité des entreprises de presse nigériennes et de redonner à notre environnement médiatique son lustre d'antan constitue une vraie menace qui risque de conduire à la mort certaine de nos organes, qui n'est pas le but inavoué des princes qui se sont succédé à la tête de ce pays depuis une trentaine d'années, mais qui étaient curieusement les grands bénéficiaires de nos sacrifices consentis par nos entreprises médiatiques. Les entreprises indépendantes créent et donnent de l'emploi. Elles participent aussi à la réduction du chômage, d'abord en contribuant à l'économie nationale à travers le paiement des taxes et impôts, mais aussi par la création de plus de 700 emplois directs. Ce sont ces entreprises que l'on veut coûte que coûte nous amener à fermer, comme si la cité à laquelle nous aspirons tous depuis les événements du 26 juillet peut exister sans médias. Une cité sans médias est visiblement le vœu de certains commis d'État. Ces oiseaux de mauvais augure oublient que la presse nigérienne, dans son entièreté, a bien joué sa partition malgré le climat d'incertitude et d'environnement économique difficile du pays. D'abord, en ne fermant pas nos entreprises, étant donné que toutes les conditions sont réunies pour tendre vers ça, mais aussi en faisant échouer chaque jour les manœuvres d'intoxication de notre peuple par voie de désinformation. Les médias privés nigériens ont la particularité d'être les seules entreprises à financer par leurs propres moyens, nous l'avons dit, le service public. En effet, depuis les événements du 26 juillet, presque toutes les couches socio-professionnelles et économiques ont été consultées et leurs préoccupations ont été au centre des échanges, sauf les médias et leurs organisations. Le réseau RTN saisit cette occasion pour saluer la prédisposition du Premier ministre à nous rencontrer pour discuter de nos problèmes. Entre-temps, les choses sont allées de mal en pis, si bien que la grogne sociale a atteint malheureusement notre secteur d'activité, chose que nos employés auraient pu s'empêcher s'ils avaient un tant soit peu réfléchi et compati face aux souffrances que l'ensemble des organes relevant de la presse audiovisuelle, ainsi que ceux de la presse écrite, continuent de vivre injustement. En effet, tous les avantages légaux dont la presse indépendante a droit et quelques perspectives évoquées plus haut sont aujourd'hui quasiment remis en cause. Il s'agit essentiellement de la subvention de 200 millions de francs CFA que l'État alloue aux médias conformément à la loi de la République. Depuis 2018, cette subvention est devenue indirecte et tenant compte de cette nouvelle donne, c'est l'organe de régulation qui achète les livres des matériels pour les médias bénéficiaires de cette subvention. Malheureusement, à ce jour encore, certains organes bénéficiaires, membres du réseau RTN, attendent la livraison du matériel prévu et dont les fonds avaient été versés au CSC au titre de fonds d'aide de la presse 2019-2020. Ces mêmes types de subventions avaient été attribués aux organes au titre du budget 2021-2022, mais ces fonds avaient été gelés alors même qu'ils avaient fait l'objet de partage. Que dire des subventions 2023 et 2024 pour lesquelles c'est le silence radio? Que dire également de la loi sur l'accès équitable des médias au marché publicitaire de l'État et des entreprises publiques dont le processus de mise en œuvre avait été bloqué par quelques individus qui vouent une adversité gratuite contre les médias indépendants? Au regard de toutes ces difficultés que traversent les médias privés nigériens, des difficultés qui sont sciemment voulues et entretenues, le réseau RTN demande aux nouvelles autorités de poursuivre avec le réseau RTN les démarches initiées sous le régime déchu
dans le seul but de permettre aux entreprises indépendantes d'exister et de continuer de satisfaire le droit public à l'information dans un contexte caractérisé par la désinformation et la propagande contre les intérêts du Niger et de son peuple. Sous l'Ancien régime, de véritables compromis étaient sur le point d'être trouvés et se rapporter au point ci-après. L'application des dispositions relatives à la loi sur la publicité, la définition d'une nouvelle règle de partage entre les médias publics et privés, de la redevance sur la facture d'électricité, la réglementation de la concurrence sauvage des agences de publicité, l'adoption d'un régime fiscal préférentiel, la mise en place des mécanismes permettant de rentabiliser la télévision numérique terrestre TNT et la réhabilitation du fonds d'aide à la presse sous forme directe et son rehaussement.